Bienvenue dans l'exposition Vasselon-le-Beaube qui vous fera découvrir 14 artistes de deux familles qui s'étalent sur 3 siècles, du début du 19e siècle jusqu'à la période contemporaine. Ces deux familles, il y a donc 2 souches, les Le-Beaube d'un côté, les Vasselon de l'autre, qui vont se réunir par un mariage au début du 20e siècle. Voici donc Édouard Vasselon, le premier de la lignée, qui naît en 1814, mourra en 1884. Il est issu d'une famille de la Haute-Loire et de la Nièvre. Il s'installera en premier abord à Saint-Étienne, où il travaillera pour les manufactures de soieries, la manufacture Vignat-Chauvet, qui fabrique de la rubannerie. Et Édouard Vasselon est essentiel, non seulement donc, il travaille dans les arts appliqués, c'est aussi un peintre de nature morte, de chevalet, donc de portraits et de paysages. Ici, nous avons une très belle étude de tulipes, très précise, une sorte d'étude documentaire. Et là, sur ces illustrations, nous avons des exemplaires qui sont présents dans des albums qu'il a fait relire. On est arrivé à extirper quelques feuilles qui sont en fait décorées recto verso, de motifs de ruban pour ces manufactures de Saint-Étienne. À droite et à gauche, au centre, c'est un moment où il a travaillé pour des papiers peints aussi. Donc on a toute une documentation qui sont issus par exemple d'albums dont l'un d'entre eux est présent dans l'exposition. Et cet album réunit là ici sur la page qui est ouverte, il y a de très belles gouaches qui sont des exemples de papier, pas de papier peint, mais de motifs de ruban, qui ont été donc fabriqués dans cette manufacture à l'époque de Louis-Philippe, en fait, sous le règne de Louis-Philippe. Donc il y a une documentation chez Édouard Vasselon, dont une partie est au musée de Saint-Étienne, une autre partie en collection privée, qui est un exceptionnel témoignage des arts décoratifs du 19e siècle, du moins du milieu du 19e siècle. Et puis Édouard Vasselon quittera Saint-Étienne, va s'installer à Paris, et notamment, il va acquérir une maison à Montmartre dans les années 1840. Et cette famille va connaître toute la vie montmartroise, ce qui est assez exceptionnel, de 1840 à 1924. Et puis, il vivait assez bien de son travail. Il prendra sa retraite au Canet, près de Marseille, dans une propriété qu'il a acquis. Et pour cet an, voilà, en 1884. Édouard Vasselon eut 7 enfants, dont 3 furent peintres professionnels, et dont le premier, l'aîné, qui est Joseph Vasselon, et qui naquit en 1840. Et là, nous exposons juste une œuvre, parce qu'en fait, on sait très peu de choses de sa vie. On sait qu'il a passé toute sa vie à Montmartre, et il mourra à Montmartre en 1893. Et nous exposons une œuvre de jeunesse, puisque on sent qu'il avait un talent très précoce, puisque cette perdrix rouge, on imagine qu'il a dû faire soit lors d'un passage familial à Saint-Étienne, dans les environs de Marseille, où la famille séjournait très souvent, il l'a réalisé à l'âge de 15 ou 16 ans. Donc je n'ai pas le mois à laquelle ça a été fait, mais selon l'année. Voilà, c'est une œuvre vraiment qu'il a faite pendant l'adolescence. J'en connais pour l'instant une autre œuvre qui en fait, ça c'est comme une étude, qui est l'autre figurant sur le cartel, qui est une petite peinture à l'huile de Joseph Vasselon. Et alors, un an après, naquit son frère, Marius Vasselon, qui en réalité s'appelait Claude Marie, et qui se fera appeler Marius, et il signera comme tel. Et Marius Vasselon donc, va naître en 1841, et il était un peintre très complet qui fut formé notamment avec des natures mortes de fleurs. Il a été dans l'atelier de Bonnat, et nous exposons 3 œuvres qui montrent aussi son métier. Marius Vasselon exposait tous les ans au salon, donc au salon de printemps, au salon d'automne. On a ici une jeune bretonne qui est en train de se coiffer, et ici le portrait de sa fille Marthe, et puis un petit tableau qui est exceptionnel, qui est une vue de Montmartre. Alors, on a la certitude que ça a été réalisé avant 1904. Après, c'est un tableau, vu le style qui a pu être fait dans la fin des années 1890, ou entre disons 1890 et 1904,
et qui représente un Montmartre qui a totalement disparu, un lieu qu'on a un peu de mal à identifier, qui ressemble un petit peu à la rue Saint-Vincent, mais la comparaison avec les bâtiments actuels n'est pas facile, n'est pas très convaincante. Et puis, Montmartre, c'était Montmartre et Paris, et Marius Vasselon y a passé une grande partie de sa jeunesse et son enfance, et il va se marier avec un autre peintre qui est Hortense Dury, et le couple va acquérir une maison à La Baule. Et cet autre paysage qui a été fait aux alentours de 1900, en tout cas avec certitude avant la guerre de 14, est une vue de La Baule, donc aux alentours de 1900, puisque le couple va séjourner, qui vivait assez bien de leur travail aussi. Ce sont deux peintres qui étaient très complets, qui avaient beaucoup de commandes, qui vendaient bien. Et ils vont se faire construire un atelier là-bas et vont passer leur séjourner à La Baule de la Pentecôte à la Toussaint, donc une longue période, et le reste du temps, ça sera un atelier qu'ils occupent aussi au pied de la butte Montmartre, donc à Paris. Là, dans la même fratrie, il y a la petite sœur qui est Alice Vasselon, et Alice Vasselon est un talent aussi doté d'un talent extrêmement précoce. On peut imaginer qu'il a été dynamisé par le Montmartre de sa jeunesse, puisqu'elle naquit en 1849 et elle va connaître jusque dans les années 1884, où elle va quitter Paris, suivre son père à la retraite, et elle va se marier dans cette même année. Donc elle vivra après en Provence. Mais on a des exemplaires des études en fait de fleurs qui sont remarquables de sa main, et des œuvres qui ont été réalisées parfois de très bonne heure, puisque on a des œuvres magnifiques qui ont été réalisées à 13 ans avec une maturité déjà exceptionnelle. Alors nous exposons 4 œuvres d'Alice Vasselon, dont l'une qui est un peu incertaine, on ne sait pas si c'est elle ou son père, un fusain qui clôt un petit peu son espace, un peu plus loin. Et ce fusain, je n'arrive pas à identifier s'il est d'Édouard, son père, ou je pense qu'il est peut-être plus de son père, mais seulement il est exactement le même style d'œuvre qu'elle a faite à 13 ans. Or là, elle aurait 10 ans, donc ça me paraît quand même très jeune. Donc je lui ai donné le bénéfice du doute, mais c'est en tout cas un talent très très précoce. Il y a un très beau tableau d'elle, une très belle composition de fleurs qui est au musée de Nice. Alors il y a plusieurs œuvres de Marius Vasselon qu'on a vu précédemment aussi au musée de Tours. Et puis malheureusement, Alice Vasselon va mourir relativement jeune, dans la quarantaine. Et après son mariage, je ne sais pas très bien ce qu'elle a réalisé, mais quand il y a des œuvres d'elle qui passent en salle des ventes, ça atteint en général des prix assez élevés, parce que les grandes compositions de fleurs de sa part sont très très belles. Donc dans la famille Vasselon, on vous présente la femme de Marius, Hortense, qui s'est fait connaître essentiellement sur des natures mortes de fleurs. C'est un peintre de fleurs. Elle a été formée par Antoine Volon, qui est un peintre de nature morte bien connu, qui a des tableaux au musée d'Orsay, qui aussi était un peintre de paysage d'ailleurs et de marine. Et Hortense, au début de sa carrière, fera des portraits, puis elle se spécialisera assez vite vers les fleurs, naturellement dont elle excelle. Alors nous exposons 3 tableaux d'elle. Cette œuvre qui est plutôt une œuvre de jeunesse, qu'elle a dû faire aux alentours de 20 ans, et qui est une composition florale dans laquelle on sent un petit peu l'influence romantique, puisque le fond est foncé, c'est un éclairage en clair-obscur, relativement proche du contre-jour, mais enfin c'est quand même un éclairage latéral, et dont la lumière sur les chrysanthèmes blanches font comme un coup de projecteur qui confère à l'ensemble du bouquet un grand volume qui, dans les lointains, s'estompe dans des valeurs plus douces, se fondant un petit peu vers le fond. Et puis cette autre nature morte qui est située, qui encadre ce tableau central, qui met en place aussi des bouquets sur des fonds foncés, donc
de roses qui sont des peintres qu'on retrouvera très souvent, la peinture de roses dans l'œuvre d'Hortense, et un bouquet de lilas et des œillets. Et puis, donc c'est une sorte de transition entre deux périodes, puisque ça, c'est après cette peinture plutôt, on sent encore un peu l'influence d'Antoine Volon ici au centre, et ici une peinture qui a été faite en 1902, ce beau bouquet de chardon bleu et de roses posé sur une table, et qui dans laquelle on sent un petit peu l'influence 1900 déjà. C'est très enlevé, c'est plus coloré, le fond n'est pas sombre, c'est un éclairage qui est plus proche de la lumière frontale, qui met davantage en exergue les couleurs en fait, et l'optimisme et la joie de vivre. Et donc Hortense Dury-Vasselon, elle signera comme telle à partir du moment où elle se mariera, est un peintre qui exposa tous les ans au salon, comme son mari, Marius Vasselon. Elle aura beaucoup de succès, elle fera partie de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui est une association qui exposait que des peintures de femmes, qui se développera à la fin du 19e siècle, et puis qui perdurera jusqu'à une période relativement récente. Et puis elle exposa aussi à l'exposition internationale de Turin. Il y a un tableau d'elle au musée de Tours, musée des Beaux-Arts de Tours, et puis elle a beaucoup produit, donc il y a beaucoup de ses œuvres qu'on retrouve en salle des ventes. Elle vendit aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, et c'est pour ça qu'on retrouve régulièrement des œuvres passant en vente publique. Alors, le couple Marius Vasselon et Hortense Dury-Vasselon a eu 3 enfants, 3 filles, qui ont toutes deux été formées à la peinture, ont naquit dans les ateliers et ont grandi dans les ateliers d'artistes. Et il y a donc Gabrielle, l'aînée, dont malheureusement je n'ai pas pu réunir d'œuvres pour l'exposition. On n'a pas pu en trouver, elles sont dans des collections privées, on en voit passer sur internet, mais on n'est pas arrivé à en exposer. Et 2 autres sœurs, Marthe et Jeanne, on va voir. Alors Marthe, qui est exposée ici, est une excellente portraitiste. Elle exposa aussi tous les ans, les 3 filles exposèrent tous les ans d'ailleurs, dans le salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, dont je parlais tout à l'heure. Et ici nous avons un beau portrait à la sanguine de la mère de Marthe Vasselon, qui était le peintre de fleurs Hortense Dury-Vasselon, dont nous venons de parler. Et puis au centre, nous avons un petit modèle de jeune paysanne, probablement du bourg de Bas, aujourd'hui Batz-sur-Mer, en presqu'île guérandaise. C'est ce que m'indique la coiffe que porte cette jeune fille, et qui a été réalisée dans tout ce séjour qu'ont fait les Vasselon dans la région de la Baule, dans la presqu'île guérandaise, dont Marius Vasselon d'ailleurs peindra beaucoup de paysages de cette région. On a vu la baie de la Baule, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il a peints. Ce sont des paysages qui ont été tellement bouleversés aujourd'hui que ce sont des documentaires aussi très intéressants. Et puis ici, le portrait de Jeanne, qui est exposé également lors de notre parcours, de notre exposition. Et nous avons une œuvre de Jeanne Vasselon, l'autre des 3 sœurs Vasselon, un petit portrait de sa nièce qui est exposé ici. Et c'est aussi une œuvre que nous avons pu réunir. Nous savons qu'il y en a d'autres qui sont indiquées sur le cartel. D'ailleurs, il y a le portrait qui figure souvent sur internet, d'ailleurs, le portrait d'une jeune bretonne en train de tricoter, et puis un portrait de sa sœur Marthe qui est exposée en face, la portraitiste que nous venons de voir. Alors c'est Marthe qui est à l'origine de la réunion des 2 familles, Vasselon et Le Beaupe, que nous allons pouvoir parcourir maintenant. Ah, j'oubliais aussi, il y a une œuvre qui est très intéressante, qui n'est pas une peinture mais une photographie, qui est réalisée sur la plage de la Baule, où on voit Jeanne, qui est une des exposantes, mais qui réalise un tableau sur la plage, à l'ombre d'une tente,
et ce tableau est la représentation devant le front de mer, devant la mer, de sa sœur Marthe, au pied de laquelle est allongé le chien de la famille, et assis auprès de Jeanne, il y a Marius Vasselon, le peintre Marius Vasselon, que nous avons vu précédemment, et qui assiste à la scène. Alors, nous venons de voir Marthe Vasselon, qui est à l'origine de la réunion de ces deux familles, Vasselon et Lebaube, et elle va épouser Robert Lebaube, qui est présent dans cette petite vitrine, dont le père de Robert était peintre professionnel, mais lui sera formé au dessin et à la peinture. Donc on a des aquarelles de Robert qui sont très fines, très lumineuses, mais il deviendra ingénieur électricien avant la guerre de 14. Il partira d'ailleurs pendant toutes les années de guerre sur le front. Mais voilà, il est à l'origine de cette lignée aussi Lebaube, et on voit donc des petites aquarelles, l'une qu'il a faite à Osny, qui représente la rue de l'Église, qui est à peu près inchangée aujourd'hui, et des aquarelles qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais toujours en presqu'île guérandaise, puisque la famille va avoir des attaches aussi dans cette région de la Baule. Le fils de Robert et Marthe, que nous venons de voir, s'appelait Claude. Et Claude était aussi formé, alors lui, par la peinture, dès le plus jeune âge, par son grand-père, Victor, que nous verrons après, qui était établi à Osny. Et Claude a reçu non seulement cette formation de peintre, il est né dans l'atelier de ses grands-parents, Marius et Hortense, à Montmartre. Et dès le plus jeune âge, il est très doué d'ailleurs, il va s'adonner à la peinture, mais il va aborder en fait deux passions. On est déjà au XXe siècle, il naquit en 1919, et c'est une époque où beaucoup d'artistes ont besoin d'un métier aussi pour exercer leur passion. Et en l'occurrence, Claude mettra en œuvre deux grandes passions qui sont le monde maritime et la peinture. Et pour ça, il passera son diplôme d'officier de la marine marchande, mais avec un certain nombre de péripéties, puisque ce diplôme, il le passera notamment pendant la guerre. Et pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc, on a de lui des témoignages exceptionnels sur ses carnets, qui faisaient un peu office d'appareil photo, en quelque sorte, qu'il a réalisé lors de toute cette période du conflit. Une partie ont été volées, donc sont dispersées dans la nature, on ne sait pas très bien où, mais on a pu en exposer deux, notamment un qui montre ici une vue de Collioure, Claude étant à ce moment-là en Algérie avec la marine, dans la marine de guerre, marine nationale, et il a eu une permission pour aller voir ses parents en France, donc il représente un paysage de Collioure, il est allé voir son oncle, et puis ici une vue de l'amirauté d'Alger, pendant laquelle, lors de son parcours, puisque pendant la guerre, il va passer après son diplôme de marine marchande, et il participera à des convois en Méditerranée sous évidemment les menaces et les attaques italiennes et allemandes. Et donc ici, on a une partie de ses carnets avec de très beaux témoignages de cette période. Et puis, c'est quelqu'un qui peindra tout le temps, même dans toutes les parties du monde, parce qu'il voyagera beaucoup. Alors là, on a réuni des tableaux qui sont essentiellement ces lieux d'attache, qui sont Paris, donc ville dans laquelle il est né, donc il a gardé toute sa vie un grand amour pour Paris, et puis la Provence où il habita, et également la Bretagne, puisque en tant que marin, il passait ses vacances sur un petit navire de plaisance sur lequel, un petit voilier de plaisance, sur lequel il mettait son matériel de peinture, et il partait peindre aussi d'escale en escale les paysages, disons, du sud de la Bretagne et du golfe du Morbihan. Et puis on expose deux marines, puisque c'était un grand spécialiste de la marine et des bateaux anciens, et il le peint avec une grande exactitude historique. Ici un brick et là une frégate qui est la frégate l'Astrolabe du prince de Joinville, qui fait une escale à Marseille pour aller chercher les cendres de Napoléon, donc sous Louis-Philippe.
C'est un artiste qui a illustré beaucoup de livres sur la marine, puisqu'il était connu comme étant un des grands spécialistes de cet art et de cette discipline qu'est la navigation. Alors c'est un tableau qui est très exact sur un plan documentaire, que ce soit dans les manœuvres des bateaux. Ici, cette frégate qui est en panne, avec des voiles qui sont carguées de telle façon, le bateau est arrêté totalement, et sans être forcément au mouillage. Et puis, avec des bateaux qui l'environnent, un bateau méditerranéen à voile latine qui salue avec un coup de canon tiré à blanc, un navire qui hiérarchiquement lui est supérieur, etc. Donc quand on décortique ces tableaux, il y a c'est très documenté, toute une véracité historique. Et donc maintenant qu'on a vu Claude, on va passer à son grand-père, qui est Victor Lebaube, qui lui va acquérir une propriété à Osny en 1900, et qui est tout près du château de Grouchy, qu'on appelait le Petit Château. Et Victor Lebaube, sur des carnets d'aquarelle, des carnets à dessin, va réaliser ici ce qu'on a exposé en agrandissement, des vues humoristiques d'Osny notamment, avec le chef de gare de l'époque et toutes les perles que cet homme a pu dire, et qui sont notées avec un humour très 1900. Tout au sommet, nous avons le maire d'Osny aussi à l'époque, donc avant la guerre de 14, autour de 1900, qui est en train avec une fourche, en train de manier du foin ou du fumier. Et puis d'autres œuvres, voilà, avec un humour, comme je disais, très typique de cette époque-là. On peut penser un peu aux revues humoristiques comme L'Assiette au beurre ou Pêle-mêle, par exemple, voire parfois des contes d'Alphonse Allais. Donc ici, on a un cirque ambulant qui se déplace vers Osny, par exemple. Et puis des personnages de la ville. Ici, un cabaret des bons amis où tout le monde se bat. Et puis un peu plus bas, un personnage d'Osny qui va chercher du lait et dont l'ombre portée figure une tête d'âne. Et aussi un personnage d'Osny. Bon, ces gens-là, on pourrait peut-être les identifier, je ne sais pas, mais d'après des photographies, quand il promène son chien. Une forme de caricature. Alors par contre, Victor Lebaube on l'a exposé l'année dernière, un très bon paysagiste. Et on expose aussi en vitrine d'autres, donc ses carnets originaux. Et c'est un personnage qui était très curieux de tout. Il a un très très beau petit paysage de Paimpol, là, qui est très très fin, très enlevé, à la fois très enlevé, très précis et très fin, avec une très belle lumière. Et il allait passer souvent ses vacances en Bretagne, bien qu'il fût d'origine normande. Et ici aussi un petit navire qui a été peint sur le port de Paimpol. Probablement un navire de l'école de la Marine nationale, puisqu'on voit un pavillon tricolore et puis surtout des marins en tenue militaire. Et puis ici vous avez un tableau de la mairie, de l'église d'Osny qu'il a réalisé aussi. Donc cette œuvre appartient au musée Tandelet. Nous avons des bâtiments qu'on a pu identifier lors de la précédente exposition comme cette belle cheminée, qui est en fait la cheminée de la ferme Noël, qui est dans le bas d'Osny, et qui a été faite donc à l'époque, vous voyez, où cette ferme était encore véritablement, avait une activité rurale. Donc on a des sacs de grains, des cuirs pour des harnais, et en même temps qui développe cette belle cheminée du XVIe ou du XVIe siècle. Et puis ici la ferme de la Groux, qui a maintenant disparu, qui a été peinte vraiment sur le vif, d'après nature. Et c'est un tableau qui déploie de très très belles nuances de gris, je trouve. Et également deux autres paysages qui sont exposés là d'Osny, que ce soit la ferme d'en bas, enfin la ferme Noël, qui a été peinte vraiment lorsqu'elle était en pleine activité rurale. Il y a un tas de fumier dans la cour, des poules qui picorent joyeusement dessus, puis tout ce qui sert à la manutention d'une ferme en fait. Il y a aussi bien des cages pour les volailles, etc.
et au-dessus des châtaigniers et des meules de foin, paysages qu'on pouvait trouver à Osny, aux environs aussi. Et puis, en fin de ce même Victor Leboom, nous exposons un diaporama avec un petit texte en dessous explicatif qui nous montre l'intérieur de ces carnets d'aquarelle et à dessin qui sont très riches, très poétiques, et qu'il a fait au fur et à mesure de ses voyages, que ce soit d'ailleurs des voyages un peu plus lointain, puisqu'il va jusqu'à aller voir son fils qui est à Collioure, et puis aussi en Bretagne, en Normandie, et puis aussi c'est son carnet de guerre qu'il a réalisé sur le front pendant la Première Guerre mondiale, où il sera démis de ses fonctions en 1917 pour raison de santé, mais il participera à la bataille de Verdun, mais étant donné son grand âge, une cinquantaine d'années, il sera commandant un dépôt de munitions qui n'est pas forcément non plus de tout repos à Verdun, puisque l'ennemi cherchait évidemment à détruire ces dépôts de munitions. Alors, ces carnets sont de puissants témoignages et sont très, très, très poétiques, comme je le disais encore. Alors maintenant, nous allons suivre notre parcours avec un artiste qui a grandi au milieu de tous ces tableaux que nous avons vus précédemment. C'est moi-même, Guillaume Leboom. Et j'ai été pris par toute cette passion de l'art dès l'enfance et je vais faire de la peinture mon métier. Et donc ici, on va commencer par un tableau que j'ai réalisé à Senlis, dans l'abbaye Saint-Vincent. Senlis, j'y ai vécu plus de 30 ans, donc j'ai fait un certain nombre de paysages d'après-nature. Et pour aboutir, il y a quelques années, à sortir un ouvrage qu'on expose en vitrine à côté, un ouvrage sur Senlis d'après mes peintures avec un texte historique qui, à la frontière de la poésie et d'un texte qui se veut rigoureusement exact sur un plan historique et qui parle de cette ville dans laquelle je me suis marié et j'ai élevé mes enfants. Et puis les nécessités de ce métier font que j'aborde beaucoup de genres différents, et notamment la nature morte. Donc ici il y a une nature morte qui est un peu symbolique, qui représente un masque feuillu, qui est un masque que l'on trouve souvent dans les églises médiévales et qui remonte à l'Antiquité hellénistique, et qui représente en fait l'esprit, la pulsion de vie qu'il y a dans la nature, et qui est reprise souvent dans l'Église catholique comme une émanation de la pensée créatrice de Dieu, ou du Verbe créateur. Et en fait, c'est une nature morte qui a été réalisée au début du printemps, avec des animaux comme ces oiseaux, les chardonnerets, qui sont aussi dans la tradition ancienne, qui symbolisent le Christ aussi, qui sont cet oiseau-là dans les natures mortes anciennes a cette symbolique. Et puis ici, un peu dans la lignée des peintres de fleurs dans la famille, je vais réaliser un grand paravent qui est un paravent de roses. J'ai voulu que chaque panneau soit des essences, des variétés un peu différentes, et qu'il y en a qu'elles s'articulent les uns, pour que ça s'articule bien, en fait, ça rentre dans chaque ventail différent, avec également des animaux, oiseaux, des viserons, des fleurs. Alors ce paravent, c'est un petit peu, vous savez, dans la symbolique européenne, la rose, ça symbolise souvent la fragilité de la vie, et donc de l'existence, puisqu'elle dure que du matin jusqu'au soir, pour paraphraser le poète. Et donc il y a ici à la fois finalement les 4 saisons qui sont représentées comme les 4 âges de la vie, et ces fleurs sont également parfois atteintes de maladies, parce que c'est des choses qui arrivent dans l'existence, c'est souvent ce qui est. Donc voilà, c'est un mélange à la fois, il ne faut pas y trouver un moment donné la représentation d'un moment donné dans le temps, mais c'est une symbolique de l'existence, en fait, d'une existence humaine. Et ce que nous avons sélectionné, enfin je me suis laissé porter par l'équipe du musée pour le reste de l'exposition, c'est en partie aussi des œuvres qui ont servi à illustrer mon ouvrage sur Senlis, qui est disponible d'ailleurs au musée et à la vente. Et donc ce paysage
vous savez, il y a une très belle cathédrale à Senlis et encore beaucoup d'églises gothiques qui demeurent. Donc c'est un paysage de rue que l'on peut encore toujours voir tel quel. Et puis des paysages que j'ai réalisés ici à Paris, donc au Jardin du Luxembourg, et ici toujours dans cette lignée de cette tradition familiale, dans la presqu'île guérandaise, le port du Croisic. Donc c'est des tableaux que je fais d'après nature. Parfois je retravaille en atelier aussi, c'est le cas de ce tableau-là. Pas du petit qui a été fait au Luxembourg là, mais quand je peux, quand c'est nécessaire, je le retravaille en atelier, tout en retournant sur le motif régulièrement. Et ici d'autres paysages réalisés à Senlis qui servent aussi à illustrer ce livre. Alors personnellement, j'ai fait, entre autres dans mon parcours, j'ai fait un peu tout ce qui se peint et se dessine, beaucoup de dessins de bijoux, d'illustrations, enfin tout ce que peut faire un peintre pour gagner sa vie, de l'enseignement aussi. Et aux Beaux-Arts de Paris, j'ai rencontré celle qui sera ma femme, Hélène de Gessé, qui est ma épouse de Beaune, donc, et qui elle est un peintre de nature morte et portraitiste aussi, et qui a de grands dons de pédagogie, donc qui a passé une bonne partie, et qui enseigne toujours de sa vie dans l'enseignement. Elle a fondé un cours à Senlis pendant une trentaine d'années, qui aura beaucoup de succès. Et on aura une clientèle privée là. Puis aujourd'hui, elle enseigne dans une association qui s'appelle Excellence Ruralité, qui est une association qui se veut donner une instruction d'excellence aux enfants des campagnes qui sont très délaissés à l'heure actuelle. Et donc voilà, ici il y a le portrait, il y a des portraits de ces enfants, ce sont des œuvres qui évidemment sont restées dans ma famille, et puis ici d'une petite fille dont je ne me souviens plus le nom ni l'origine, et une dernière nature morte qui est exposée ici. Voilà, parmi ces œuvres, elle réalise souvent des natures mortes comme ça, où il y a une connotation un peu symbolique aussi. Ici, ça veut dire que en réalité, le centre de nous-mêmes, le centre de la composition est vide. Et les biens matériels, en l'occurrence ici, tout ce qui a trait au plaisir de la nourriture, en fait, nous mettent en périphérie de nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous éloignent de ce qui fait notre propre être. Alors, il y a toujours une petite symbolique derrière ces natures mortes. Et puis le dernier exposant dans le parcours, mais ce n'est pas le dernier par ordre chronologique, c'est mon cousin Germain, qui est donc un des fils de Claude, qu'on a vu précédemment, qui est Guy, qui est photographe professionnel. Et Guy fait partie de ces rares photographes qui dessinent très très bien. Et il a aussi m'a beaucoup impressionné dans mon enfance. Je le voyais dessiner très souvent des grandes scènes historiques. Et il a donc lui une carrière, il est né en 1944, donc il a maintenant un peu plus de 80 ans, et une carrière de photographe professionnel, et où il met en valeur le corps de la femme. Donc ce sont des œuvres, ici des tirages de taille relativement réduite, mais on a aussi des œuvres de très grand tirage. Il y a d'ailleurs une vente publique qui va avoir lieu de ces œuvres en décembre, je crois. Et qui, en général, c'est aussi également ont beaucoup de succès quand ils passent en vente publique. Alors voilà, pour conclure, je vous engage à venir voir cette exposition qui finalement peut paraître exceptionnelle du fait qu'il y a 14 artistes d'une même famille, mais c'est peut-être encore assez exceptionnel aujourd'hui parce qu'au XXe siècle, on n'est plus tellement habitué à cette pratique. Et c'est vrai qu'autrefois, il était fréquent que des métiers se transmettent de père en fils, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des architectes ou même des artisans. On pense il y a des grandes familles de peintres. On peut penser aux Coipel, par exemple, qui ont œuvré pour le décor de Versailles, des Invalides, etc. Aux familles Restou, etc., qui sont été des grands peintres du XVIIIe aussi, ou voire Mansart. Il y a des dynasties de peintres, d'architectes, les métiers se transmettant facilement dans les ateliers autrefois. Donc on est encore dans cette tradition, si on veut dire, pour la famille Vasselon-Le Beau.